Pendant plus de 1000 ans, les rois de France se sont succédés. Ils ont apporté paix, stabilité et prospérité. Tout ce que nous avons aujourd'hui sur le sol français est l'œuvre de nos rois, de nos architectes et le travail méticuleux des artisans et ouvriers. Le roi est mort, vive le roi. Les valeurs françaises, nous les héritons de nos rois, de notre foi, de nos traditions, de notre culture. Bonsoir à tous, bienvenue dans Histoire de France. Ce soir, une lecture de Jean-Sylve de Ventavon, première partie de la légitimité des Lys et le duc d'Anjou. Mardi le 15 mars 1989, cher monsieur, on a bien voulu me signaler que vous veniez de terminer un nouvel ouvrage au titre évocateur, La légitimité des Lys et le duc d'Anjou. Ce livre qui vient après un certain nombre d'autres que vous avez consacrés à de grandes figures de notre histoire me touchera sans doute tout particulièrement puisque vous y parlez abondamment à mon regretté fils, le prince Alphonse. Je le lirai bien sûr avec beaucoup d'émotion et qui sait peut-être y trouverai-je une certaine consolation, encore que pour une mère, la perte d'un fils aîné ne saurait trouver ici-bas d'apaisement durable. Le rappel à Dieu de mon aîné, le duc d'Anjou, a suscité un si grand nombre de témoignages d'affection et de sympathie que je me mesure réellement qu'aujourd'hui, combien mon fils était devenu en quelques années à peine quelqu'un de proche, de respecté et d'aimer en France. Sa disparition laisse un grand vide, pour ne rien dire de celui qu'elle laisse dans mon cœur. Jeune fille, j'ignorais tout de la légitimité. Ce n'est vraiment qu'après la guerre que j'ai compris ce que représentait mon fils aîné et ce qu'il incarnerait après le décès de son père, le feu duc d'Anjou et de Ségovie. Je me suis dès lors beaucoup préoccupé de tout cela, tâchant d'aider mon fils du mieux que je pouvais. Son décès ruine sans doute beaucoup l'espoir qu'avaient placé en lui bien des fidèles de vieille date et un nombre grandissant de jeunes nouveaux venus. Toutefois, l'espérance n'est pas morte avec lui puisqu'il nous laisse, avec un magnifique renouveau de sentiment royal en France, un fils sur les deux qu'il avait plu à la Providence de lui donner et qui lui furent d'une grande consolation au milieu des adversités et des épreuves de la vie. Malgré mon âge, je reste donc très confiante, assurée que, pour l'heure, la succession existe même si elle nous apparaît fragile, mais la précarité est la marque toute spéciale de cette dynastie royale toujours placée entre les mains de la Providence. C'est donc à mon petit-fils et à tout ce qu'il incarne désormais que je consacrerai les années qu'il plaira à Dieu de m'accorder, et c'est vers ce nouveau et bien jeune chef de maison que devront converger les prières, les conseils et le soutien de tout un peuple de fidèles. Ceci laisse imaginer que j'aurai, du moins je l'espère, de nombreuses occasions de rencontrer de nouveau ces innombrables Français qu'aimait si tendrement le duc d'Anjou et qui demeurent indéfectablement attachés à la plus pure et à la plus honorable tradition politique de notre chère patrie, tradition qui avait pris pour un temps les traits et le visage de mon bien-aimé fils, le prince Alphonse. Je ne puis donc que me réjouir, cher monsieur, de l'apparition de votre ouvrage, tout en vous assurant de la gratitude et la reconnaissance de votre affectionné, Emmanuel, duchesse d'Anjou et de Ségovie. In memoriam, au très haut, très puissant et très excellent prince, Alphonse de Bourbon, duc d'Anjou et de Cadix, chef de la maison capétienne par la grâce de Dieu, Alphonse II, roi de France et de Navarre.
Considéré comme croise les lys des champs, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa magnificence, n'était point vêtu comme eux. Nouveau Testament, Saint Matthieu, tome 6, verset 28. Chapitre 1er. Les lois fondamentales du Saint Royaume de France. En France, le roi ne meurt pas, le chancelier de Sillery. Nous autres, rois du Nord, nous sommes que des gentilshommes, les rois de France sont de grands seigneurs. Frédéric de Legrand. Ma personne n'est rien, mon principe est tout. Henri V, prétendant au trône de France. Le 13 septembre 1791, Louis XVI, qui avait le 25 juin scandaleusement ramené de Varennes à Paris Barnave, Pétion et la tour Maubourg, accepta son libre arbitre forcé la Constitution votée le 3 par l'Assemblée constituante. Inspirée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamée le 26 août 1789, l'œuvre de Gilbert Motier de Lafayette, général, de Thomas Jefferson, ministre des jeunes États-Unis d'Amérique, de F. Honoré Gabriel Richetti de Mirabeau, d'une coterie de penseurs suisses calvinistes. Ce texte était d'un type inconnu au royaume très chrétien. Après la Constitution de 1791, la France connaîtra jusqu'à aujourd'hui 198 ans, 16 constitutions ou chartes aux lois constitutionnelles. Elle n'avait eu au Xe et XVIIIe siècle, 800 ans, qu'une seule constitution, non écrite mais gravée dans le cœur des bons Français. Un ensemble de coutumes issues de l'usage et de l'événement, ordonnances du royaume, qui sont inviolables, soulignait le président du Harlay en 1575, et que le pays, depuis le règne d'Henri III, nommait loi fondamentale. Le corpus des lois fondamentales naît de la loi de succession au trône, une loi qu'aucune personne, même point le roi, n'a faculté de modifier. Institution que nous sommes dans l'heureuse impuissance de changer, déclarera Louis XV dans un édit du mois de février 1771, et le 22 mars 1712, le marquis Colbert de Torcy, secrétaire aux affaires étrangères de Louis XIV, qui avait écrit à Henry St. John, futur vicomte de Bolingbroke, son homologue auprès de la reine Anne d'Angleterre, cette loi de succession est regardée comme l'ouvrage de celui qui a établi toutes les monarchies, et nous sommes persuadés qu'en France, que Dieu seul la peut abolir. La monarchie gallique est absolue au sens du verbe latin absolvere, ce qui veut dire délier. Une chambre ou un individu ne saurait transformer son statut. Le roi s'affirme absolu, car son droit émane de l'Éternel. Pourtant, libre du joug des grands électeurs ou de maires du palais, le souverain est assujetti au respect, outre du décalogue, des lois fondamentales. Si le seul et vrai moyen d'éviter en France les guerres civiles est la puissance absolue du souverain, soutenue avec vigueur et armée de toutes les forces nécessaires à la faire craindre, si la royauté a, au nom de l'État, éliminé tout ce qui osait la méconnaître, les princes oints à Reims n'ont jamais enfreint les lois fondamentales, et a fortiori la loi de succession. Eurent-ils agi autrement qu'alors les Français eussent été dispersés du devoir d'obéissance à leur égard. Le 3 mars 1766, Louis XV, cravache haute, les gardes françaises, la mèche du mousquet allumée, inflige au Parlement de Paris le terrible discours de la flagellation. En France, la nation ne fait point corps, c'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance ni partage. C'est ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent non à la formation, mais à l'enregistrement, à la publication, à l'exécution des lois. Et l'illustre sermonneur reconnaissait son heureuse impuissance à changer la loi de succession. Il y a les lois du roi, circonstanciées, révocables, variables, il y a les lois fondamentales, intangibles. La succession capétienne montre une évidente singularité comparée à celle qui gouvernait les autres monarchies d'Europe. Pour le vérifier, il est utile, avant d'étudier la première, de brièvement observer les secondes. Partout en Europe, la succession au trône se fait soit par la voie de fait, guerre civile ou usurpation, soit par les règles de droit privé, partage et surtout testament. Par ailleurs, on n'a pas prévu de règles applicables en cas d'extinction de la dynastie régnante, ce qui vaut suivant les royaumes du Xe au XVIIIe siècle. La Scandinavie. En Norvège, en Suède, au Danemark, l'accession au trône évoque une foire d'empoigne. Fils et filles légitimes, bâtards ou bâtardes, s'arrachent le sceptre. En Suède, il passe des Vasa aux Jaglons, des Jaglons au Wistenbach, des Wistenbach au Holsten-Gottorps. Charles XIII s'empare du trône de son neveu Gustave IV Adolphe en 1809, le transmet à son fils adoptif, le prince de Pontecorvo,
Jean Bernadotte, maréchal de l'Empire, et une ombre de légitimité ne fixera les assises de la monarchie de Stockholm qu'en 1881, lorsque s'uniront Gustave V, Adolphe et l'arrière-petite-fille de Gustave IV, la princesse Victoria de Bade. Au Danemark, en 1448, le chef de la maison Oldenburg n'accède à la couronne qu'au titre de mari de la veuve du roi Christophe III. Est et sud de l'Europe. En Pologne, en Hongrie, en Bohême, en Prusse, tantôt le choix d'assemblée, tantôt la violence, tantôt le droit privé, choix, violence, droit privé, indifférent au moins de principe successorial dynastique. Asseyent sur le trône n'importe quel candidat. Les États italiens, sauf les États papaux, souffrent d'une égale lacune de droit public. Saint-Empire et Empire autrichien. La dévolution du diadème du Saint-Empire, d'abord élective, est à compter de Charles Quint, officieusement réservée aux Habsbourg, œuvre en 1740 une guerre européenne de 8 années. L'empereur Charles VI a signé en 1713 une pragmatique sanction qui évince du trône ses nièces, enfants de feu son frère aîné Joseph, et le laisse à sa fille Marie-Thérèse. L'électeur de Bavière, Charles Albert, allié de la France, de l'Espagne, de la Prusse et de la Pologne, s'oppose les armes à la main à Marie-Thérèse, femme du duc François de Lorraine, qu'appuient l'Angleterre, la Russie et la Hollande. Le droit public de l'Empire d'Autriche s'avérera aussi inconsistant que l'avait été le droit public du Saint-Empire. En 1848, Ferdinand Ier abdiquera, non à l'avantage de son frère François, mais au profit de son neveu François-Joseph. Espagne. En Espagne, avant les noces de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, hymen, géniteur du pays, la succession à la couronne des royaumes d'Ibérie relève du droit privé, strict. Épousailles et divisions, douarie installe tel ou tel monarque. Le droit public demeurera encore longtemps flou, tra los montes. Quand le roi Charles II de Habsbourg trépasse sans postérité à Madrid le jour de la Toussaint 1700, le testament qu'il a paraphé écarte du trône catholique son arrière-petit-cousin, l'archiduc Charles, fils de l'empereur Léopold Ier de Habsbourg, et le confère à son petit-neveu, Philippe, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV et de sa sœur Marie-Thérèse. Le 29 mars 1830, Ferdinand VII promulgue une pragmatique sanction qui, à son décès en 1833, substitue comme monarque à son frère Charles sa fille Marie-Isabelle, ce qui sera après ce qu'on appelle les lois carlistes. Angleterre. Nous examinerons plus attentivement que les précédentes les péripéties successoriales de l'Angleterre. Il apparaîtra combien est hasardée la réputation d'harmonie institutionnelle qu'accorde à l'exemple de Montesquieu nombre de gens de la joyeuse Albion. En Angleterre saxonne, le glaive ou l'homicide octroie généralement le sceptre. En Angleterre normande, Guillaume Ier, duc de Normandie, en conquérant de l'île à l'altitude d'un quelconque seigneur, il lègue la Normandie à son fils aîné, Robert Courteuse, l'Angleterre à son fils cadet, Guillaume le Roux. À la mort en 1135 du roi Henri Ier Beauclerc, le quatrième fils de Guillaume Ier, Mathilde, comtesse d'Anjou, fille de Beauclerc, dispute le trône à son cousin, Étienne de Blois, fils de sa tante Adèle, la fille de Guillaume Ier. À la suite d'interminables hostilités, Mathilde renonce au sceptre, l'abandonne à Étienne, à condition qu'Étienne désigne pour héritier du trône Henri Plantagenet, le fils qu'elle a eu de Godefroy d'Anjou. Henri Plantagenet, rappelé à Dieu en 1189, le fils de celui-ci, Richard Ier Cœur de Lion, devient roi. L'irréductible adversaire de Philippe II, Auguste, balance entre deux successeurs. Son frère puiné, Jean, son neveu Arthur de Bretagne. Le fils de son frère cadet Geoffroy, Jean, prend le sceptre en 1199, assassine Arthur en 1203, ses grands vassaux le chassent, coiffe de la couronne Louis de France, demain Louis VIII. Jean rend l'âme en 1216, les barons tournent le dos à Louis, porte au trône le fils de Jean, Henri III. D'Henri III à Richard II, c'est ce qui sera un principe dynastique de primogéniture, principe qu'hélas annulera en 1399 l'usurpation d'Henri IV de Lancastre durant la guerre des Deux Roses. Selon qu'ils sortent vainqueurs ou vaincus des batailles, le Parlement admet à la couronne ou les Lancastres ou les Yorks. L'avènement d'Henri VII Tudor en 1485 ne créera point d'une incontestable légitimité. De son lord prime Henri dans le lignage Lancastre et l'ascendance de son épouse Élisabeth d'York, et vraisemblablement entaché de bâtardise. Le fils d'Henri VII, Henri VIII, répudie les filles que lui ont données Catherine d'Aragon et Anne Boleyn. Marie et Élisabeth habilitent à la succession du trône sa jeune sœur, la duchesse de Suffolk, qu'il chérit plus que sa sœur aînée.
La reine Marguerite d'Écosse et son fils Édouard VI, mort en 1553, le sceptre échoit à Jeanne Grey, petite-fille de la duchesse de Suffolk. Elle le conservera 9 jours. Les antipapistes modérés et les catholiques éliminent Jeanne, allouent le trône à Marie, la fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. À l'inverse, Marie disparue, les protestants radicaux imposent à l'Angleterre en 1558 Élisabeth, la fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn. Élisabeth n'est This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Pas de successeur. Jacques VI d'Écosse, fils de Marie Stuart, la cousine d'Élisabeth, aspirante au trône des Tudors, qu'a ordonné d'exécuter à la hache la reine vierge, acquiert le sceptre en 1603. Plus parce qu'il est ponctuellement mieux placé que ses rivaux que parce qu'il est l'héritier d'Élisabeth. Charles Ier, fils de Jacques VI d'Écosse, Jacques Ier d'Angleterre, périt sous l'épée à double tranchant du bourreau du Parlement. Son fils cadet Jacques II, frère de Charles II, doit à la mort de ce dernier affronter les soldats du bâtard de Charles, le duc de Monmouth, qui, espoir des réformés, ambitionne le trône. En 1688, les anciens champions de Monmouth au Parlement déposent Jacques, offrent le sceptre à la fille aînée du monarque, Marie, et à son époux Guillaume III de Nassau, prince d'Orange et statutaire de Hollande. Un droit public de succession à la couronne ne s'instituera qu'en 1701 avec l'Act of Settlement, un arrêt du Parlement excluant du trône les Stuarts, de la tige de Jacques II, de la princesse Henriette et de la princesse Élisabeth. La fille et la sœur de Charles Ier, hormis la fille cadette d'Élisabeth, Sophie, duchesse de Brunswick-Lunenberg, électrice de Hanovre, et sa descendance, à la clause expresse qu'elles garderont la foi protestante et s'interdiront les mariages romains. La faille des monarchies étrangères fut un interminable manque de droit privé précisé, droit public garant de la légitimité successoriale. Cette source pérenne du pouvoir, faute de laquelle nulle nation n'échappe au bruit et aux fureurs des hommes. La Magna Carta, les fueros bornent les monarchies anglaises et espagnoles, ne les institutionnalisent pas, ne les assure point. La loi de succession à la couronne des lys, elle, bâtit un État à l'équilibre millénaire. Des docteurs de la loi successorale. Le professeur Adhémar Esmen, au commencement du XXe siècle, détenteur d'une chaire à la faculté de droit de Paris, énonçait: le roi de France, de son vivant, ne pouvait disposer de la couronne et désigner son successeur par acte, entre vifs ou par testament. Il ne pouvait déshériter le successeur qui était désigné par la coutume nationale. Le savant légiste de la Belle Époque ne faisait que rappeler la constante pratique française que reprendre les séculaires, attestation qu'avait émise après Jean de Terre Rouge ou de Terre Vermeille, le metteur en forme sous Charles VI de la couronne successoriale. Les légistes Jouvenel des Ursins, Claude de Seyssel, Jean Baudin, Charles Loiseau, Guy Coquille, Jérôme Bignon, Pierre Delhomeau, Jean Domas, Pierre Guyot, Joachim Legrand, Philippe Merlin, parmi d'autres. Citer trop de textes de ces érudits du temps jadis alourdirait notre modeste exposé. Nous n'en transcrirons qu'un mince échantillonnage à valeur d'exemple tiré de la tradition monarchiste de Paul Vatrin. En 1609, Charles Loiseau déclare: le royaume de France est la monarchie la mieux établie qu'il soit estant, successive, non élective, non héréditaire, purement ni communiquée aux femmes, mais déférée au plus proche mâle par la loi fondamentale de l'État. En 1614, Pierre Delhomeau renchérit: les rois de France, remarque-t-il, ne sont héritiers de la couronne et la succession du royaume de France n'est pas héréditaire ni paternelle, mais légale et statuaire, de sorte que les rois de France sont simplement successeurs à la couronne par vertu de la loi et de la coutume générale de France. Le comte Philippe Merlin, conventionnel et régicide, commentateur du traité des offices qu'avait publié en 1786 Pierre Guyot, questionne et répond: le roi peut-il déranger l'ordre de succession au trône qui a été établi par nos ancêtres? On comprend sans peine qu'il ne le peut pas. La loi du royaume appelle à la couronne, selon l'ordre de la Ligue, tous les mâles du sang royal et celui d'entre eux qui, à la mort du roi, se trouve l'aîné de ses plus proches parents. Lui succède jure sanguinis et sanguinitaritis. Il est son successeur, mais il n'est pas son héritier, parce que la succession à la couronne se défère par une substitution légale et perpétuelle. Il en serait autrement sans doute si le roi était propriétaire de sa couronne, car chacun peut disposer de ce qui lui appartient. Dupin-Aigné, en 1827, s'exprime de la même angue que Loiseau.
Lomo, Merlin et tous les autres spécialistes du droit public de la vieille monarchie des Lys. La couronne se transmet par la loi du royaume et non par la volonté et le caprice de l'homme. À la mort de chaque roi, son successeur légitime est roi par la seule force du droit et sans qu'il puisse y être préjudicié. Le XXe siècle ne parle point d'une langue différente de celle des siècles écoulés. À l'exemple des travaux du professeur Esmen, des ouvrages de son Altesse royale Sixte de Bourbon-Parme, du général Edward Kirkpatrick, de Closburn, d'Henri de la Perrière, de Georges Perret, des éminents professeurs et historiens tels d'Hérissel, Ernest Perrault, François-Olivier Martin, Eugène Ganclaude, Jean Humbert, Jacques Ellul, Ferdinand Lot, Maurice Duverger, Olivier Wasmer, Roland Mounier, Francis Garisson, Bernard Basse, et de la quasi-totalité des légistes et des chercheurs actuels, enfin les études, s'il est possible encore plus fouillées que M. le baron Pinotto et messieurs les professeurs Jean-Bert Barbet, Frédéric Bluch, Stéphane Riais et Guy Auger démontrent de magistrale façon qu'à contrario des royautés voisines, la monarchie capétienne jouit informellement Duc Ier à Philippe II Auguste, formellement ensuite d'un solide droit public. Mérovingiens et carolingiens. Les rois du regnum franco-rome de la première race, les princes venus de Mérové, le fils du peut-être mythique Pharamond, ignoraient le droit public. Cela ne signifie point qu'ils étaient fermés à l'idée d'État. Le souvenir de l'Empire romain hanta toujours la pensée des Mérovingiens, mais ils ne surent à aucun moment rompre avec la déplorable habitude germaine du partage successoral. Les 4 fils de Clovis voyaient dans le royaume qu'avaient réussi à façonner leur père, vainqueur des Alamans, des Burgondes et des Visigoths, un bien de famille, le morcelaire. Thierry fut roi d'Austrasie, Clodomir roi d'Orléans, Childeberg roi de Paris, Clotaire roi de Soissons. Cette funeste coutume de la division d'Ouar provoquera durant 250 ans une irrépressible anarchie. D'innombrables intrigues, de multiples et sanglantes luttes que symbolisera le sauvage antagonisme de la reine Frénégonde, femme de Chilpéric de Neustrie, l'ancien royaume de Soissons, et de la reine de Brunei, femme de Sigisbert d'Austrasie, en 629. Dagobert Ier pourra rapetasser l'unité franque, abaisser les grands. Ses efforts n'empêcheront point en 639, à son trépas, le regnum ne soit éparpillé. Sigebert III héritera de l'Austrasie, Clovis II de la Neustrie, les royaumes vassaux d'Aquitaine et de Bourgogne, l'Aquitaine étant un cadeau de Dagobert à son frère Charibert. Le fils et le petit-fils de Clovis avaient subjugué la Bourgogne, s'émancipèrent. Despotisme tempéré par l'assassinat aux yeux de Fustel de Coulanges, la monarchie mérovingienne expira quand Pépin le Bref, arrière-petit-fils de Saint-Arnoux, petit-fils de Pépin d'Héristal, le maire du palais de Thierry III, fils de Charles Martel, le maire du palais de Thierry IV, et souverain effectif aura déposé Childéric III, et que les évêques et les grands l'auront élu roi. Les Carolingiens, le nom du célèbre fils de Pépin, Karl Magnus, Charlemagne, baptisent la deuxième race, furent fidèles à la conception patrimoniale du pouvoir. De son vivant, Charlemagne, empereur Auguste, roi des Francs et des Lombards, divisa son empire entre ses 3 fils, Charles, Pépin et Louis. Louis Ier le Pieux, resté seul maître des possessions de son père, appréhenda le danger et qu'impliquait pour l'État le fractionnement successorial. À Aix, en 817, il trancha qu'à sa mort, son fils aîné Lothaire recevrait l'Empire amputé de l'Aquitaine et de la marque d'Espagne léguée à son fils cadet Pépin, et de la Bavière léguée à son fils puiné Louis. Étant entendu que Pépin et Louis, disparus sans garçon, leur royaume retournerait à l'empereur. L'ordinatio imperii de Louis fut vain, le pieux cédant aux adjurations de sa seconde épouse, Judith de Souabe. Gratifia l'enfant né de leurs amours en 823, Charles, futur Charles le Chauve, de l'Alamanie et de l'Arétie, d'un morceau de la Bourgogne. Lothaire et Pépin s'insurgèrent. La guerre civile éclata de 831 à 843. Une série de traités redistribuèrent les territoires, et celui de 843, paraphé à Verdun, consacra le tronçonnement de l'Empire et procréa le véritable royaume de France où régna Charles II le Chauve. 2 années empereur, de la mise au tombeau de son neveu Louis II en 875 à la sienne en 877. Les Carolingiens étaient à leur crépuscule. Oublieux des droits héréditaires que le pape Zacharie avait réservés en 751 à la famille de Pépin, les grands élurent 4 fois le souverain
En 884, l'empereur Charles le Gros. En 888, Hugues, marquis de Neustrie, comte de Paris. Et en 922, Robert Ier, aussi marquis de Neustrie et comte de Paris. Les fils de Robert le Fort, marquis de Neustrie, comte d'Anjou et de Blois. En 923, Raoul de Bourgogne, beau-fils de Robert Ier, et malgré leur mérite, les trois derniers carolingiens, Louis IV d'Outre-mer, fils de Charles III le Simple, fils aux vies fières, Lothaire et Louis V ne purent point construire un État stable. Hugues Ier Capet. Le 22 mai 985, Louis V court le loup en forêt de Senlis et tombe de sel. Il rend l'âme et n'a point d'enfant. Maudit cochon. Qui va ceindre la couronne? C'est de quoi va débattre l'Assemblée des évêques et des grands convoqués à Senlis le 1er juin 987. Deux princes postulent au trône. Charles de Lothier, duc de Basse-Lorraine, et Hugues, duc des Francs. Dux Francorum, comte et marquis des pays entre Seine et Loire. Hugues aime à vêtir ses robustes épaules d'une chape ou cape, et on nommera Hugues Capet après sa mort. Le duc de Basse-Lorraine et le duc des Francs ont une origine et un passé fort différents. Charles naît en 953 et le fils cadet de Louis IV. Il a mené rude guerre à Lothaire, lequel est mort pendant la tentative de conquête de la Basse-Lorraine. Hugues naît en 956 et l'arrière-petit-fils de Robert le Fort, aussi en 866 à Brizart par les envahisseurs normands. Le grand-père et le grand-oncle d'Hugues, Étude et Robert Ier, ont été rois. Son père, Hugues le Grand, duc de France, a restitué le trône à Louis IV, retiré en Angleterre, protégé de Lothaire. Hugues a, lui, le glaive brandi, éloigné l'empereur Othon des murailles de Paris en 879. Les puissants l'admirent ou le craignent, les humbles l'honorent. Peu de jours avant la fatale chute de Louis V, les évêques et les grands s'étaient groupés à Compiègne afin de juger Adalbéron, archevêque de Reims, qu'accusait de trahison le souverain. Louis V éteint, Hugues, seconde figure du royaume, présida le plaid et obtint aisément que l'accusé fût innocenté. Alors, l'archevêque suggéra d'ajourner l'élection royale et d'effectuer le vote à Senlis le 1er juin. Il fut entendu. À Senlis, les évêques et les grands du Trirégnat, la Neustrie, l'Austrasie et la Bourgogne, la coutume n'admet point l'acclamatio, ceux d'Aquitaine. Écoute Adalbéron. L'archevêque est sans doute obligé, et l'obligé d'Hugues. Cependant, sa harangue écho des paroles qu'en 985 avait lancées son secrétaire Gerbert, maître des écoles de Reims. Lothaire est roi, seulement de nom. Hugues, au contraire, ne l'est pas de nom, mais par son activité et ses œuvres, et plus empreinte de clairvoyance que de gratitude. L'honneur ne guide point Charles. Hugues est recommandable par sa noblesse, par ses troupes. Donnez-vous pour chef le duc Hugues, désigné par ses actions, exhorte le prélat. Celui en qui vous trouverez un défenseur de la chose publique, de vos intérêts. L'Assemblée n'hésitera point entre Charles et Hugues. Les évêques et les grands élisent le roi Hugues, qui remercie les assises en prince chrétien. La sublimité de notre piété n'a de raison d'être que si nous rendons justice à tous. Le duc des Francs sera sacré Hugues Ier à Noyon. L'archevêque Adalbéron officiant le 3 juillet, il jurera devant Dieu, les potentes et le peuple, moi, Hugues, qui dans un instant va devenir roi des Francs, par la faveur divine, au jour de mon sacre, en présence de Dieu et des saints, je promets à chacun de vous de lui conserver le privilège canonique, la loi, la justice qui lui sont dues, et de vous défendre autant que je le pourrai, avec l'aide du Seigneur, comme il est juste que le roi agisse en son royaume envers chaque évêque et l'Église qui lui est commise. Je promets de concéder à notre autorité au peuple, qui nous est confié une justice selon ses droits. L'élection du 1er juin 987, au rebours des dires de quelques historiens insoucieux d'anachronisme, ne réfère à nul principe de nationalité. Qu'on nous pardonne la planitude. L'instinct national ne germera dans les armes, les cœurs et les esprits qu'avec la nation. Or, au Xe siècle, la nation française, qui a profilé le traité de Verdun, mais uniquement profilé, n'est qu'une sorte de nébuleuse de souhaits qu'on cherche, vaille que vaille, à exaucer les souverains d'Ude à Louis V. Un rêve splendide qui appartiendra aux monarchies de la dynastie Duc Ier de concrétiser. Le fameux mot « les 43 en 1000 ans firent la France » exprime la totale vérité. Avant les souverains de la troisième race, l'histoire est grosse
et grosse de la France. Les fils de l'élu de Senlis accoucheront Clio. À l'instant où ils préfèrent Hugues à Charles, les évêques et les grands ne manifestent point un impossible nationalisme. Les potentes nostrains, austrasiens et bourguignons agissent en gens de leur époque, obéissent à 4 motifs temporels. Le duc de Basse-Lorraine réclame le trône au nom de la coutume. Il est l'oncle de Louis V, le plus proche parent de l'infortuné chasseur. Les évêques et les grands savent la coutume et la coutume, justement, des bouts de Charles. Elle refuse l'héritage du neveu à l'oncle. De plus, Louis IV a exhérédé le Lorrain. À ces raisons de légis s'additionnent des raisons d'amour-propre et de normal égoïsme. Charles porte l'hommage à l'empereur et les potentes sont des francs, des hommes libres qui hérissent la pensée d'avoir un vassal pour suzerain. Puis il n'y a point de meilleur guerrier qu'Hugues, et le héros victorieux d'Othon songe, évêque et grand, sera un parfait défenseur de la chose publique et surtout de leur intérêt. Le couronnement d'Hugues n'entraîne point une mutation brusque de la monarchie. Le nouveau souverain fut l'exemplaire défenseur de la chose publique et des intérêts de ses sujets qu'avait subodoré l'Assemblée en évitant de violer les usages et les mœurs. Toutefois, après lui, la monarchie ne fut plus ce qu'elle avait été. Hugues comprit la faiblesse qu'occasionnait à l'État le système successoral électif. De Louis III à Louis V, de 879 à 986, les rois avaient accédé au trône, héritiers ou non du prince défunt par l'élection omnium francorum. L'acclamation pliait le pouvoir du souverain à l'influence des potentes, le livrait à leurs caprices. Hugues perçut clairement le mauvais de la méthode et y remédia. Il réintroduisit l'hérédité en la combinant toujours officiellement à l'élection. Pour réaliser cette politique, le roi fit élire et sacrer par anticipation son fils Robert II et l'associa au trône. L'élection était amoindrie, mais conférait au fils du roi un droit de régner qu'actualisait et légitimait le sacre. Hugues Ier n'y venait pas, il n'était point le miracle capétien. Jadis déjà, divers souverains avaient associé leur fils au trône, et l'hérédité n'est pas une idée neuve. Hugues s'avéra original, en ne remettant aucun territoire à Robert, le Rex Designatus, il posait la règle d'indivisibilité du royaume. Et le miracle capétien fut qu'eu égard à la dévolution de la couronne, de règne en règne, les successeurs d'Hugues agirent de même que lui jusqu'à Philippe Auguste, qui jugea inutile de procéder au sacre anticipé et à l'association de son fils Louis VIII. Cette suite ininterrompue de rois, élus, sacrés et associés avait fondé la coutume héréditaire. La pratique d'Hugues Capet créa un précédent qui devint usage pendant 2 siècles et devint corpus. Cet usage se cristallisa en coutume, tout ayant la conviction opino necessaritis de son caractère contraignant. Au bout de 2 siècles, la coutume s'était dévoilée et déclarée. La coutume s'était déclarée droit public et légitimité. Elle engendra une société harmonieuse que, sous Louis XVIII, 3 avocats à la cour de Paris, Dufaux, Gadet, Duverger, disséqueront dans un long article curieusement intitulé « Constitution non écrite de la France » avant 1789. Article paru dans la collection des Constitutions, Charles et lois fondamentales des peuples d'Europe et des Amériques, et qu'a présenté d'une plume impeccable au lecteur aujourd'hui, monsieur le baron Pinoteau. Alors la loi de succession. La succession au trône capétien français s'opère par ordre de primogéniture mâle. La représentation du successeur est imprescriptible, directe ou collatérale. Il était naturel que le roi préférait sa fille ou son bâtard à un parent éloigné, mais il devait s'incliner devant la coutume devenue la loi fondamentale de la nation qui entendait n'avoir à sa tête qu'un chef issu d'une union légitime. La monarchie des lisses est successive, non héréditaire, à l'acception usuelle du terme puisque les femmes ne la gouvernent point et qu'elle n'est point patrimoniale. Le roi obligé naît l'aîné des parents masculins en ligne masculine et d'un mariage catholique du dernier souverain mort, si loin qu'il fût dans l'ordre d'héritage vulgaire. À la disparition de Charles IV le Bel, son cousin au 4e degré, Philippe de Valois, Philippe VI, prend le sceptre. Au décès de Charles VIII, le cousin de celui-ci, Louis d'Orléans, Louis XII, petit-fils du frère de Charles VI, arrière-petit-fils de Charles V, coiffe la couronne. Comme à son trépas le fera François d'Angoulême, François Ier,
arrière-petit-fils du frère de Charles VI par le frère cadet du père de Louis XII. Et Henri de Bourbon, Henri IV, ne sera qu'au 21e degré cousin d'Henri III. Son prédécesseur, donc, la règle de primogéniture s'implanta en 1017, lorsque Robert II, le fils duc Ier, ordonna de sacrer son fils aîné Henri Ier et l'associer au trône. Elle bloque l'éventuelle revendication des princes cadets. Le roi succède au roi pleno ac potestate, automatiquement et immédiatement. Voilà ce que ça veut dire. Le mort saisit le vif. La continuité du pouvoir n'est pas interrompue à l'ultime soupir du monarque. Et le chancelier de France, son incarnation, ne s'habille point de deuil. Le cri « Le roi est mort, vive le roi » en est l'image. La question du droit successorial des femmes n'intervient qu'en 1316, à la mort de Louis X le Hutin. Le Hutin n'avait eu qu'une fille, Jeanne, de feu son épouse Marguerite de Bourgogne, et sa seconde femme, Clémence de Hongrie, était enceinte. Le frère aîné de Louis, Philippe, comte de Poitiers, s'auto-nommera régent. Et le fils de Louis, Jean Ier le Posthume, trépassé à l'âge de 7 jours, une assemblée d'évêques, de barons, de dignitaires et de légistes le proclame le roi, Philippe V le Long. Au mois de janvier 1315, l'événement érigeait la règle de masculinité avec la règle de collatéralité. L'une et l'autre ne tardèrent point à s'appliquer par deux fois. En 1322, Philippe V mourut, ne laissant qu'une descendance féminine. Son frère, Charles IV le Bel, fut couronné. En 1328, Charles IV s'endormit du dernier sommeil, semblablement privé de fils. Le plus proche parent de Charles était le fils de sa sœur Isabelle, fille de Philippe IV le Bel et reine d'Angleterre. Et les lices ne filant point, Isabelle, étant incapable d'être pont et planche, de transmettre un droit qu'elle n'avait pas, nemo dat co non habet, Philippe de Valois, Philippe VI, monta sur le trône. Peu importe le degré de parenté de l'appelé, puisque sa vocation successorale l'assimile au fils aîné. En d'autres termes, un collatéral n'est pas reconnu par la coutume comme possible titulaire de la couronne en raison de son degré de parenté, mais parce que vis-à-vis du roi régnant, il est dans la position du successeur direct. Fils aîné ou collatéral de la branche suivante, l'héritier nécessaire est toujours le primogenitus. À l'aube du règne d'Henri III, les troupes confessionnelles commandèrent de remémorer que le roi était obligatoirement catholique. Le monarque, jeune mari de Louise de Lorraine-Vaudémont, aurait peut-être un fils ou son frère, le duc d'Anjou François, ou eux deux. Nonobstant une naissance mâle, Valois n'étant point certaine, papistes et Huguenots s'entredéchiraient et risquaient, la dynastie stérile et le trône vacant, de soutenir chacun un prince adverse. Les protestants, Henri de Bourbon, roi de Navarre, légitime successeur mais hérétique. Les Romains, grands fidèles de l'Église, le danger gravissime. En 1577, les États de Blois rappellent à Henri de Bourbon que le catholicisme n'étant point seulement l'ancienne coutume, mais la principale et fondamentale loi du royaume. L'avertissement eut des échos. Le 17 juillet 1588, à Rouen, Henri III ordonna que tous ses sujets unis jurent et promettent dès à présent de ne recevoir à être roi, prêter obéissance à un prince quelconque qui soit fauteur d'hérésie. Le 16 octobre, les nouveaux États réitèrent l'impératif qu'en 1590 nuança le Parlement. Alors, Henri III mort, la Ligue prétendait qu'à défaut de prince, le cardinal de Bourbon, l'oncle d'Henri de Bourbon, qu'une poignée de Guisards avait salué du nom de Charles X, était revenu au seigneur. La plupart des Bourbons témoignaient loyauté à Henri. Alors la Ligue prétendait qu'à défaut de prince, une princesse jouerait heureusement le rôle de monarque. Et elle proposait le trône à l'infante Claire Isabelle, fille de Philippe II d'Espagne et petite-fille d'Henri II. La règle de primogéniture mâle était bafouée. Les grandes robes, gardiennes des lois fondamentales, s'insurgèrent malgré leur antipathie vis-à-vis d'Henri de Bourbon. L'arrêt Le Maître stipula qu'aucun préjudice n'était toléré à la loi salique, la règle de masculinité donc, et autres lois fondamentales du royaume. L'arrêt Le Maître parachevait la règle de catholicité. Un successeur non catholique ne perd point le droit à la couronne. Il est simplement inapte à l'exercer. Son droit est suspendu et un régent assume les charges du pouvoir. Indisponibilité de la couronne. La couronne de France dit à la tenue des États généraux de 1328, le comte Robert d'Artois,
cousin de Louis X et Philippe V et de Charles IV, n'est pas un bien de patrimoine. Nos princes n'en peuvent pas disposer. Ils n'en ont que la jouissance et personne ne peut avoir que celui qui lui a été appelé. La loi de succession fige l'initiative humaine, prévient toute brisure à l'ordre d'accession au trône qu'elle édicte. L'on ne remplace point la légitimité monarchique par une autre légitimité monarchique. On crée une légitimité dissemblable. Il est une légitimité orléaniste que le comte de Paris représente une légitimité impériale. Il ne l'est pas de légitimité monarchique, qui déroge à la loi de succession. La légitimité semblait si essentielle aux Français d'autrefois qu'en 1830, les amis de Louis-Philippe d'Orléans tentèrent, jonglant avec le titre de duc de Valois, qu'avait à sa naissance porté le prince factieux, de travestir la félonne altesse et hériter des petits-fils de François Ier. La succession au trône statutaire exorbite le droit privé, le particulier a licence d'indiquer son noir, le roi n'est point autorisé à choisir son successeur, le successeur possède, en vertu de la coutume, un droit acquis à succéder que seul explique sa filiation, c'est-à-dire le droit du sang, le jus sanguinis. La règle d'indisponibilité intervient souvent dans l'histoire. Le honteux traité de Troyes, que le 21 mai 1420 avait signé, livré aux machinations d'Isabeau de Bavière et de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, le pitoyable Charles VI, qu'une maladie cérébrale amoindrissait intellectuellement, déférait la couronne à la mort du souverain à Henri V d'Angleterre, le gendre de Charles. Les juristes le protestèrent, caduc ipso facto. Terre Vermeille avait indiqué que la succession, titre de légitimité du pouvoir, était réglée par une coutume, dont le contenu est irréformable et désigne impérativement le dauphin Charles, futur Charles VII. En 1525, prisonnier à Madrid de Charles Quint, François Ier voulut abdiquer en faveur de son fils François. Le Parlement l'informa qu'un pareil geste serait inconstitutionnel et le roi chevalier ne l'accomplit point. En 1713, la renonciation du petit-fils de Louis XIV, Philippe, duc d'Anjou, Philippe V d'Espagne, renonciation qu'entérinera le monarque, fut nulle de droit. En 1717, le Parlement de Paris cassa l'édit de 1714, légitimant les bâtards du grand roi, le duc du Maine et le comte de Toulouse. En 1830, l'abdication de Charles X et de son fils Louis-Antoine, duc d'Angoulême, futur Louis XIX, fut justement contestée par les carlistes, puis attachée au principe que les henriquinquistes empressaient. Charles et Louis-Antoine étant de ce monde, à reconnaître pour roi Henri, duc de Bordeaux, le petit-fils de Charles, le duc de Bordeaux, d'ailleurs, ne s'intitulera pas Henri V qu'à la mort de son oncle, le duc d'Angoulême, le frère aîné de son père, le duc de Berry, en 1844. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il prit bien sûr le nom de comte de Chambord. Le principe de l'indisponibilité préserve l'assise de la monarchie, en fait de la couronne une réalité de droit public, un État placé hors de portée de toute volonté individuelle, fût-elle celle du prince. Indivisibilité, inaliénabilité du royaume. L'indivisibilité du royaume, son inhabilité, promue loi fondamentale à Moulins le 12 février 1566, découle de l'indisponibilité de la couronne. La couronne n'est point patrimoine, le royaume non plus. Il sera en effet inconcevable qu'impuissant à disposer de la couronne, le souverain fût propriétaire du royaume qu'il administre en raison de son droit à celui-ci. Nous l'avons mentionné, Robert II avait ébauché la règle d'indivisibilité quand il s'était refusé à élever son fils Henri au rang de roi d'une partie du territoire. On dit que le roi usufruitier responsable reçoit le domaine en dot lors de son mariage avec la couronne. Il peut disposer des réserves non du capital et promet au serment du Sac depuis 1364 de n'en aliéner aucun fleuron. L'octroi d'apanage n'affirme point la notion d'inaliénabilité. L'apanage est un membre du corps du royaume, le monarque est notre seigneur roi, le roi notre sire, il chapeaute, seigneur fiefeux, la pyramide sociale, tous les seigneurs sont ses vassaux directs ou indirects, du ban ou de l'arrière-ban. Les légistes Jean Baudin et Guy Coquille expliquent lumineusement les particularités qui séparent la monarchie royale, la monarchie française,
de la monarchie seigneuriale. La monarchie royale, qu'étaye le droit public, arbitre, pèse à chacun le dû, prescrit la bonne foi. La monarchie seigneuriale, induite du droit privé, est maîtresse de tout et de tout. Le souverain de la monarchie royale transmettra la couronne indemne à son successeur ou enrichi de fleurons. Il est bon père de famille par destination. Le souverain de la monarchie seigneuriale léguera le sceptre à ses héritiers suivant sa fantaisie. Il n'est pas intrinsèquement mauvais, mais vaut la value d'un homme ordinaire. 3 jurisprudences tracèrent la loi de l'édit de Moulins. Au mois de mars 1465, Louis XI neutralisa la redoutable Ligue du bien public qu'animait son frère, le duc de Berry, les ducs de Bourgogne, de Nemours, de Bourbon, de Bretagne et le comte d'Armagnac, en signant les traités de Conflans et de Saint-Maur qui comblaient l'ambition des grands. Berry grippa la Normandie, promu apanage héréditaire. Le comte de Charolais, fils du duc de Bourgogne, les comtés de Guigne et de Boulogne, des villes de Picardie. Le rusé monarque avait rapetassé la paix gratis. En avril 1468, les États généraux de Tours invalidaient les traités. L'universel Aragne bissa son manège, à la merci du duc de Bourgogne à Pérogne. Il acheta sa liberté avec la même monnaie de singe. Le traité de Péronne du 14 octobre 1468 dépouillait le royaume de la Champagne, de la Brie, au bénéfice du duc de Berry, allié du Bourguignon, et les États toujours à Tours l'abrogèrent en 1470. François Ier copia Louis XI le 14 janvier 1526. Le captif de Charles Quint céda la Bourgogne à son vainqueur pour regagner la France. Les États de Bourgogne assemblés à Cognac révoquèrent la donation, notifia que la province était unie et incorporée inséparablement à la couronne, donc inaliénable. Indépendance de la couronne. L'inaliénabilité de la couronne produit logiquement son indépendance. Le monarque impropre à la posséder, qui jouirait du privilège qu'il n'a point. Le roi ne tient son royaume que de Dieu et de l'épée. Le souverain ne baisse le front devant personne, ni pape, ni empereur, ni peuple, et il sera salué du titre de majesté, titre impérial, à partir d'Henri II. Le trône royal n'est pas le trône d'un homme, mais le trône de Dieu même, enseigne Bossuet, docile à l'Église garante de la vraie foi. Le monarque refuse qu'elle s'immisce dans les affaires de l'État ou qu'elle outrage la fleur de lys. Philippe IV le Bel à Boniface VIII et Louis XIV à Innocent XI prouvèrent roidement qu'un prince capétien, franc baptisé, n'est pas un prince vassal de Rome. Face aux empereurs de Germanie, les souverains du Précaré eurent un comportement analogue, ne cessèrent de leur itérer paisible ou l'âme dégainée, qu'un roi de France était empereur en son royaume. Et à l'intérieur de ce royaume, jusqu'à Louis XVI, ils jugulèrent inlassables les efforts de ceux qui œuvraient à mettre la couronne en tutelle. Barons, notables, communes, monarchomaques aussi, dont l'un des théoriciens, Jean de la Taille, proposait d'encadrer le roi d'un conseil privé, d'un conseil noble et d'un conseil roturier. Genèse des lois fondamentales. La loi fondamentale n'invente point. Elle méprise l'idéologie à l'exportation. La loi fondamentale éclot ici, non ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme, véhicule philosophique, glose et de doctrinaire, rédigé dans des termes tels qu'elle puisse s'appliquer à tous les pays, dans tous les temps. Vague au milieu des nuées mondialistes, les racines de la loi fondamentale plongent au profond d'un passé distinct. Une circonstance, celle-ci non, celle-là l'improvise. Qu'eussent statué les aïeux à ma place, questionnent les Français d'autrefois, confrontés à une crise, à un embarras, à un litige inconnu. Et la coutume, l'habitude immémoriale lui répond. Les événements et les hommes publics servent à constater la coutume au mieux et à la déclarer. Elle n'est pas déclarative d'un nouvel état de droit, elle ne crée ni ne décrète les règles nouvelles, au contraire, par les liens directs et immédiats qu'elle établit entre l'ordre des faits et l'ordre juridique, elle constate des pratiques répétitives à la faveur d'un précédent. Ce précédent les fait surgir au grand jour et cristallise sur elles l'opinion publique. La coutume les fixe en leur donnant circonstance, consistance juridique et formation consciente. Aucun volontarisme n'enfante les lois fondamentales. Elles mûrissaient au cœur des coutumes, fruit de la sagesse des anciens, si longuement qu'elles ne se souviennent à nul homme qu'en commença, dit un auteur anonyme. La règle de primogéniture qu'instaure Hugues Ier
renoue avec l'usage carolingien. Malgré le partage de l'Empire, c'est le fils aîné qui héritait du titre d'empereur, usage qu'avait offusqué celui d'élection. Robert II la certifiera lorsque son fils aîné mort. Il fera élire Rex Designatus, l'aîné de ses fils cadets. L'élection de l'aîné, fils le roi devenu coutume, Philippe II Auguste la délaisse. Le héros de Bouvines disparu, Louis VIII est sacré sans coup férir. La reine de masculinité, qu'appela Lex Salica, en 1358, le frère Richard Lescaut, moine de l'abbaye Saint-Denis, dérive d'une coutume laïque à une coutume ecclésiale. Les rois de la première et de la deuxième race épointent les légistes médiévaux parfois favorables à la gouverne féminine, comme ils le furent en Flandre au XIIIe siècle, et agréant les filles d'Ève à la patrie, rejetaient les femmes de la succession. L'Église prohibe de son ministère dames et demoiselles, la faction royale est assimilée au sacerdoce, et la coutume révélée l'année 1316 avait auparavant banni du trône les sœurs aînées de Robert II, de Philippe II, de Philippe III et de Louis IX. Inductive des coutumes, la loi fondamentale tire ses forces de sa nature. Elle ne doit rien à l'action humaine, elle est le maillon soudain dégagé d'une longue chaîne de traditions, rivée au centre des brumes originelles de l'histoire. L'essence d'une loi fondamentale, note Joseph de Maistre, est que personne n'a le droit de l'abolir. Or, comment serait-elle au-dessus de tous, si quelqu'un l'a faite? Les lois fondamentales ont vocation de perpétuité. Une refonte n'est point susceptible de la tailler à la mesure du moment. Néanmoins, un cas inédit intervenant, leur corpus ouvert pourra s'augmenter d'une règle neuve. Ainsi, autant sera-t-il jamais loisible de couronner un prince hérétique, autant une règle qui déchoirait de son droit successorial le régicide serait-elle valable le jour qu'un prince assassin de roi ou fils d'un assassin de roi briguerait le sceptre de sa victime et des successeurs de la victime de son père. Le droit vulgaire exérède le meurtrier des biens du malheureux qui l'a tué. Un arrêt de la Cour de Paris rendu en 1457, consécutif à la tradition de Jean V du duc d'Alençon, prononça l'exclusion du trône des régicides. N'est-il pas inouï et absurde que les constituants de 1789 aient prétendu la monarchie dépourvue de constitution? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 2e. Ce sera le sacre du roi très chrétien que je vous ferai. Cette suite du livre de Jean-Sylve de Ventavon, La légitimité des lys et le duc d'Anjou. Je vous remercie. À force de murmurer le nom du roi, naîtront l'espoir du roi, puis la nécessité du roi, enfin, la royauté renaîtra.